Parfois, la mort laisse une trace, un simple objet, inanimé en apparence, mais chargé d'une énergie sombre, presque consciente. Dans le cas de James Dean, cette trace avait 4 roues et un nom que personne n'a jamais oublié, Little Bastard. Installez-vous et faisons face ensemble au comble de l'horreur. Le soleil californien frappait fort ce jour-là, d'un éclat presque blanc, saturant les vitres des studios Warner. Nous étions le 21 septembre 1955, et sur le parking poussiéreux, des silhouettes pressées défilaient, chapeau sur la tête, cigarette aux lèvres, tandis qu'au fond, appuyé contre une vieille voiture fatiguée, James Dean observait la ville avec cette nonchalance propre aux âmes trop jeunes pour avoir peur. Il n'était pas encore une légende, juste un acteur de 24 ans, fraîchement propulsé au sommet grâce à 3 films tournés presque d'affilée. À l'est d'Éden, La fureur de vivre et Géant. Des rôles qui avaient figé son image pour toujours. Celle d'un garçon taciturne, rebelle, mystérieux, incapable de rentrer dans le moule. Mais derrière cette aura se cachait un besoin qui le dévorait, la vitesse. Depuis qu'il avait goûté au circuit automobile, Dean n'avait plus qu'une obsession, rouler. Pas pour fuir, non, mais pour sentir ce mélange d'adrénaline et de contrôle parfait, ce fil tendu entre la vie et la mort. Il parlait souvent de la route comme d'un sanctuaire. Et ce matin-là, il avait décidé de s'offrir une nouvelle déesse mécanique. Les concessionnaires Porsche de Los Angeles étaient rares. On en comptait à peine 2 à travers tout l'État. Dean gara sa voiture devant un petit garage à Glendale, modeste mais réputé chez les amateurs de course. Là, dans un coin du hangar, sous un drap gris, brillait une silhouette compacte et basse, toute d'aluminium poli. Une Porsche 550 Spider, modèle encore presque expérimental. Il fit lentement le tour de la voiture, caressant de la main la courbe du capot. Le vendeur parlait chiffres, Dean n'écoutait plus. Il voyait déjà la route, les lignes droites brûlées par le soleil, les reflets du métal dans le vent. Il signa sans négocier, sans détour. James monta alors dans cette merveille qu'il venait d'acheter. Il tourna la clé et la Porsche répondit par un grondement sec, presque nerveux, comme un animal qu'on aurait enfin libéré. La porte du garage s'ouvrit lentement, laissant entrer le soleil cru de la Californie. Il resta une seconde immobile, la main sur le levier, à regarder la lumière glisser sur le capot argenté. L'air sentait l'essence et la poussière. Il enclencha la première. La voiture quitta l'ombre du hangar dans un rugissement bref. Devant lui, la route vibrait sous la chaleur et les palmiers se découpaient dans l'air tremblant. James baissa un instant la vitre, le vent s'engouffra, soulevant une mèche rebelle de ses cheveux. Il sourit, pas ce sourire qu'il réservait aux photographes, mais celui rare qu'il avait quand il était seul. Il roula, sans but précis, juste pour sentir la machine vivre entre ses doigts. Chaque virage répondait au millimètre. La direction était si sensible qu'il lui semblait que la voiture lisait dans ses pensées. Elle n'avait rien d'un simple véhicule. C'était une extension de lui-même,
une bête fine et nerveuse, au corps d'aluminium, prête à mordre la route. Les passants se retournaient, intrigués par la silhouette basse et par le hurlement clair du moteur. Dean ne les voyait pas. Il filait le long du boulevard, avalant le bitume comme s'il en connaissait chaque fissure. Les buildings défilaient, le vent sifflait à ses oreilles, et il sentit pour la première fois depuis longtemps ce calme étrange, presque sacré, qu'il ne trouvait que derrière un volant. Au feu rouge, un homme dans une Chevrolet d'un bleu profond se tourna vers lui. James leva la main, geste vague, sourire en coin. Le feu passa au vert et la Porsche bondit. Il roula ainsi une partie de l'après-midi jusqu'à Glendale, puis revint vers Los Angeles par les routes secondaires. Le ciel s'était chargé d'or et dans le rétroviseur, la lumière tombante accrochait les courbes de la voiture comme une flamme vivante. C'est à ce moment-là qu'il s'arrêta au bord de la route, simplement pour regarder sa voiture, comme on contemple une œuvre d'art. La carrosserie argentée renvoyait les reflets du soleil couchant. Elle n'avait pas encore de nom, mais déjà, il sentait que cette voiture aurait une histoire. Quelques jours plus tard, la petite Porsche trônait dans un garage discret de Hollywood, soulevée sur ses vérins, le ventre ouvert. L'odeur d'essence et de métal chauffé emplissait l'air. James tournait autour comme un sculpteur, inspectant son œuvre. Ses doigts traînaient sur les arêtes du châssis, sur les boulons qu'on venait de resserrer et sur le cuir neuf qu'on avait tendu à l'intérieur. Il n'était pas du genre à confier ses jouets sans surveiller. Il observait, questionnait, suggérait. Le mécanicien, un Autrichien sec au visage tavelé, hochait la tête sans parler. Il connaissait cette lueur dans le regard de Dean, celle des hommes qui veulent qu'une machine leur ressemble. Quand la Porsche redescendit lentement au sol, sa peau d'aluminium semblait respirer sous les néons. Dean avait choisi de ne pas la repeindre. Il voulait qu'elle reste brute, avec ce gris argent qui captait la lumière comme un miroir froid. Sur la portière, il demanda qu'on inscrive le nombre 130. Pas un nombre choisi au hasard, non. C'était celui de son inscription pour la course de Salinas, la prochaine qu'il préparait. Et puis, en dessous, d'un geste rapide, presque désinvolte, il fit peindre 2 mots. Little Bastard. Personne ne sut vraiment d'où venait ce surnom. Certains disaient que c'était une pique adressée à son coach, d'autres à un ami avec qui il s'était disputé. Mais le mot, lourd et grinçant, accrochait mal à cette carrosserie éclatante, un peu comme une insulte gravée sur un bijou. Le carrossier leva un sourcil. « Vous êtes sûr ?» Dean eut un sourire bref. « Oui, c'est parfait. » Quelques minutes plus tard, les lettres noires séchaient sous la lampe à halogène. Elles juraient sur le métal clair, comme une ombre sur une lame. Maintenant, elle était parfaite. Quand il quitta le garage, la nuit tombait sur Los Angeles. Les néons des bars s'allumaient, les panneaux publicitaires tremblaient dans la brume urbaine. Sa Porsche attirait les regards partout où il passait. Le gris métallique accrochait la lumière comme un miroir liquide. Et le chiffre 130, peint sur la portière, lui donnait l'allure d'une bête de course. Dean passait des heures à la peaufiner, à la nettoyer, à vérifier le moindre détail.
Il connaissait chaque bruit du moteur, chaque vibration du châssis. Sur les routes californiennes, il roulait vite, souvent trop vite. Les passants reconnaissaient la silhouette basse de la Porsche, ce point argenté qui filait sur l'asphalte avant de disparaître derrière un nuage de poussière. Il disait souvent que cette voiture n'était pas faite pour dormir dans un garage. Il avait besoin de la sentir vivre, d'en repousser les limites. Quelques jours plus tard, James Dean retrouva son ami Alec Guinness, un acteur britannique qu'il admirait beaucoup. Ils s'étaient donné rendez-vous dans un petit restaurant discret de la Sunset Boulevard, où les artistes de passage venaient chercher un peu de calme. Avant d'entrer, Dean voulut lui montrer sa nouvelle voiture. Sous la lumière des lampadaires, la Porsche 550 brillait d'un éclat métallique, presque trop pur, comme si le chrome avalait la nuit. Guinness s'approcha lentement. Il observa les lignes du véhicule, si basses, si tranchantes, et le cœur lui serra soudain. Il ne savait pas pourquoi, mais cette machine dégageait quelque chose d'hostile, comme une beauté froide, faite pour tuer. Cette intuition le troubla profondément. Il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Cette voiture était trop puissante, trop nerveuse, trop dangereuse pour un homme aussi jeune et impulsif. Pendant le dîner, Guinness resta étrangement silencieux. Son regard revenait sans cesse vers la fenêtre, vers la silhouette argentée stationnée dans la rue. Dean, lui, riait, parlant en projet, vitesse et liberté. Lorsqu'ils quittèrent le restaurant, la rue était plongée dans une brume légère. Dean ouvrit la portière, tout sourire, prêt à démarrer. Guinness, lui, resta immobile un instant, le visage blême. Quelque chose dans la façon dont les phares découpaient la nuit lui glaça le sang. Alors, d'une voix étranglée, il laissa échapper cette phrase, comme arrachée à son esprit. « S'il te plaît, fais attention avec cette voiture. Elle m'a l'air vraiment puissante. Je n'aimerais pas te voir mourir avant la fin de la semaine. » Dean éclata de rire, croyant à une plaisanterie. Guinness, lui, ne rit pas. Il resta là, figé sur le trottoir, à regarder la Porsche argentée disparaître dans le brouillard. Un goût d'inquiétude lui resta au fond de la gorge, tenace, inexplicable. Depuis son enfance, James nourrissait une fascination pour la vitesse. Il avait déjà participé à plusieurs courses amateurs, notamment à Palm Springs et Santa Barbara, où son talent de pilote avait surpris plus d'un professionnel. Pour lui, la conduite n'était pas un caprice d'acteur, mais une échappatoire. Il disait souvent que, sur la route, il se sentait libre, loin des plateaux, des producteurs et des contrats. Ce jour-là, il devait se rendre à Salinas, où se tenait le Salinas Road Races, un week-end de compétition automobile. Les essais débutaient le lendemain. Il avait prévu, à l'origine, de transporter sa Porsche sur une remorque tirée par son break. Mais au dernier moment, il changea d'avis. Il voulait faire rouler le moteur avant la course. Une décision qui allait sceller son destin. Dans la voiture, avec lui, prit place son mécanicien Rolf, un Allemand taciturne, expert en Porsche. Il y avait aussi un photographe du nom de Sanford qui suivait Dean pour un reportage. Mais lui,
devait les rejoindre plus tard dans une autre voiture. Vers 13h30, ils quittèrent Hollywood, filant vers le nord. La Porsche rugissait dans les vallées. Sur les routes désertes, son moteur à 4 cylindres chantait une note aiguë. À chaque virage, Dean accélérait, coupait les trajectoires avec une précision d'orfèvre. Rolf, à côté, observait le comportement de la voiture. Tout semblait parfait. Vers 15h30, ils s'arrêtèrent à une station-service. Dean, lunettes sur le nez, sourit aux curieux venus admirer sa voiture. Il parlait peu, concentré. Puis, il reprit la route. Peu de temps après, ils furent arrêtés par un policier pour excès de vitesse, à moins de 100 km de Los Angeles. Le contrôle fut bref, et après avoir payé l'amende, ils repartirent aussitôt, riant entre eux. La lumière déclinait quand ils atteignirent Paso Robles, vers 17h30. Là, ils firent une pause dans un petit restaurant au bord de la route. James avala un simple sandwich avec une tasse de café avant de reprendre le volant. Il avait hâte d'arriver à Salinas avant la tombée de la nuit. Il restait à peine 150 km. Ils reprirent alors la route. La lumière déclinait sur la vallée. Le ciel s'embrasait de rouge et la chaleur du jour retombait peu à peu. La Porsche filait sur la route, avalant les lignes blanches à une allure régulière. James tenait le volant d'une main ferme, concentré, les yeux plissés par la réverbération du soleil. À côté de lui, Rolf regardait le paysage défiler. Devant eux, la route semblait vide. Seul un léger vent soulevait la poussière des bas-côtés. Soudain, au loin, une forme blanche apparut. Une Ford Tudor approchait en sens inverse, conduite par un jeune homme de 23 ans du nom de Donald. Les deux voitures se rapprochèrent, lancées sur une trajectoire droite. À une centaine de mètres se trouvait un croisement. La Ford ralentit, puis amorça son virage à gauche pour tourner, sans voir la voiture de Dean arriver à pleine vitesse. James n'eut pas le temps de réagir. La Porsche heurta de plein fouet le flanc de la Ford. Le bruit fut assourdissant, un fracas d'acier qui résonna dans toute la vallée. Un nuage de poussière s'éleva, masquant la route. Des éclats de métal retombèrent en pluie sur le bitume brûlant. La Ford avait pivoté sur elle-même avant de s'immobiliser en travers de la chaussée. Le conducteur, sonné, sortit lentement du véhicule, les jambes tremblantes. Il resta planté là, incapable de comprendre ce qu'il voyait. La Porsche n'était plus qu'un amas d'acier écrasé sur le bas-côté. Les roues avant s'étaient arrachées. Le moteur fumait encore. Rolf gisait à quelques mètres, expulsé de son siège sous la violence du choc. À demi conscient, son visage couvert de sang et de terre. À l'intérieur du véhicule, James Dean ne bougeait plus. Sa tête était penchée sur le côté, ses mains toujours crispées sur le volant tordu. Son corps, à moitié coincé sous le tableau de bord, semblait déjà vide. Des automobilistes s'étaient arrêtés, certains restaient à distance, d'autres s'étaient précipités vers la voiture. Un homme tenta de forcer la portière,
sans succès. D'autres criaient qu'il fallait appeler à l'aide. Les minutes parurent interminables. Rolf gémit, essayant d'appeler James, mais personne ne répondit. Enfin, une sirène déchira le silence. Un camion de pompiers arriva en soulevant un nouveau nuage de poussière, suivi d'une ambulance. Des secouristes se ruèrent sur les lieux. Ils dégagèrent Rolf, allongé sur une civière, inconscient. Puis, lentement, ils se penchèrent vers la porche. Quand ils ouvrirent enfin la portière tordue, James ne respirait plus. Son visage était pâle, figé dans une expression qui ressemblait à de la surprise. Les secours restèrent silencieux un long moment, incapables de parler. Puis, un pompier se signa. James Dean, 24 ans, venait de mourir sur cette route anonyme entre Paso Robles et Cholam, le 30 septembre 1955, à peine quelques jours après l'achat de cette Porsche. La voiture, cabossée, était encore tiède. Personne ne le savait encore, mais cette carcasse, surnommée Little Bastard, allait devenir l'une des voitures les plus maudites de l'histoire. Sur la route, les policiers achevèrent de dégager les débris. La carcasse fut chargée sur un camion et conduite dans un garage de Paso Robles, à quelques kilomètres de là. Les témoins, encore secoués, observaient en silence la scène. La nouvelle se répandit à une vitesse folle. Dès l'aube, les journaux locaux relayèrent l'accident de Cholam. Les photographies du carambolage firent la une des quotidiens. La Porsche 550, réduite à un amas d'acier, ne laissait aucun doute sur la violence du choc. Le nom de James Dean circulait déjà dans tous les studios. En quelques heures, l'idole montante d'Hollywood devint une légende fauchée en pleine gloire. Quand son ami, Alec Guinness, apprit lui aussi la nouvelle, il demeura pétrifié. Quelques jours plus tôt, au restaurant, il lui avait confié qu'il pressentait le pire, comme si la voiture portait en elle quelque chose de funeste. Et le présage s'était accompli froidement, avec une précision implacable. Alors, depuis ce jour, Guinness garda le silence. Il savait que certaines paroles ont le poids d'une malédiction et qu'une fois dites, elles ne peuvent plus être reprises. À Los Angeles, la nouvelle plongea les fans dans une stupeur collective. Devant les studios Warner, des dizaines de jeunes se rassemblèrent, pleurant la mort de celui qui, pour eux, incarnait la liberté et la révolte. Le corps de Dean fut transporté en Indiana, dans sa ville natale, où des milliers de personnes se pressèrent pour assister à ses funérailles. Pendant ce temps, la voiture restait au garage, couverte d'une bâche. L'enquête fut brève, presque trop. Les policiers dépêchés sur place interrogèrent Donald, le conducteur de la Ford, encore sous le choc, mais miraculeusement indemne. Il raconta qu'il n'avait pas vu la Porsche arriver, ébloui par le soleil couchant. Rolf, le mécanicien et passager de Dean, fut transporté à l'hôpital avec plusieurs fractures et de profondes lacérations au visage. Mais lui aussi était vivant. Les enquêteurs conclurent rapidement à un accident sans circonstances aggravantes. Aucune trace d'alcool, ni de vitesse excessive par rapport à la route. Donald fut reconnu non responsable et l'affaire fut classée
en quelques jours seulement. L'épave de la Porsche 550 Spyder, tordue, noircie, méconnaissable, devint en quelques semaines un objet de fascination. On disait qu'elle portait encore l'odeur du drame. Georges Barris, un préparateur automobile, la racheta pour une somme modeste. L'homme était déjà connu à Hollywood pour transformer des voitures en légendes. C'est lui qui créait les modèles de films. Il ne croyait pas vraiment aux malédictions, mais dès que la voiture arriva dans son garage, le véhicule glissa pendant le déchargement et un mécanicien eut les 2 jambes brisées. Un simple accident, sans doute. Pourtant, beaucoup parlèrent d'un mauvais présage. Barris, secoué, se dit qu'il s'agissait d'un hasard malheureux. Pourtant, la suite allait lui donner tort. Il tenta de sauver ce qui pouvait l'être. Il revendit certaines pièces, le moteur, la transmission et les suspensions. Le moteur fut acheté par un pilote passionné, le docteur William Eschrick, qui le monta dans une Lotus 9. La transmission, elle, partit chez Troy McHenry, un autre médecin, pilote amateur comme lui. Le 21 octobre 1956, tous les deux participèrent à une course sur le circuit de Pomona, en Californie. Malheureusement, William perdit le contrôle dans un virage et fut grièvement blessé. Quant à Troy, lui, il heurta un arbre et mourut sur le coup. Les 2 voitures portaient des pièces venues de Little Bastard. Et les journaux, flairant le sensationnel, commencèrent à parler de voitures maudites. Barris, lui, garda le châssis. La carrosserie tordue fut placée dans un coin de son atelier. Quelques années plus tard, un incendie ravagea le garage de Georges Barris. Les flammes grimpèrent le long des murs, dévorant les étagères, fondant les outils et noircissant tout ce qu'elles touchaient. Tout autour, la chaleur avait fait plier le métal, soufflé les vitres, fait craquer les peintures des autres voitures stationnées là. Et pourtant, lorsqu'on pénétra dans les décombres, la carcasse du Little Bastard se tenait là, inchangée, ni davantage tordue, ni calcinée, comme si le feu avait contourné la voiture sans oser la consumer. Autour, tout portait la marque du brasier, sauf elle. Cette scène absurde accentua la légende de la voiture maudite, car même les flammes semblaient craindre cette malédiction. En 1957, le National Safety Council proposa à Barris d'utiliser l'épave pour sensibiliser les jeunes conducteurs au danger de la vitesse. L'idée lui sembla bonne. La coque fut placée sur une plateforme et exposée dans des salons, des écoles et des cinémas. Mais partout où elle allait, des accidents étranges semblaient suivre. À Sacramento, la voiture se décrocha de son support et tomba sur un adolescent, lui fracturant la hanche. Peu après, un jeu de pneus d'origine, vendu séparément, éclata simultanément sur la voiture d'un autre propriétaire. Chaque événement venait nourrir la légende. La Little Bastard, ou ce qu'il en restait, semblait porter malheur à tous ceux qui la touchaient et semblait refuser de mourir. En 1960, alors que la tournée touchait à sa fin, Barris organisa le retour de l'épave vers Los Angeles. La carcasse fut chargée dans un wagon de train, scellé à Miami. Mais quand le convoi arriva à destination, le wagon était vide. Aucune trace d'effraction, aucun témoin. La voiture
ou du moins la carcasse, avait disparu. Certains pensèrent à un vol orchestré par Barys lui-même pour maintenir la fascination autour de la Porche de Dean. D'autres y virent un signe que la malédiction avait simplement choisi de changer de forme. Les années passèrent, et de temps à autre, on disait avoir retrouvé un morceau de métal gravé du numéro de série. Une pièce, correspondant à la Porche, fut effectivement exhumée dans un entrepôt des décennies plus tard, mais sans preuve qu'il s'agissait de celui de Dean. Quant au châssis complet, il ne réapparut jamais. George Barris, jusqu'à sa mort en 2015, continua d'alimenter l'histoire. Il jurait qu'il n'avait jamais revu la voiture, mais qu'elle le hantait encore dans ses rêves. Dans ses mémoires, il écrivit « Elle ne voulait pas être réparée, elle voulait être pleurée ». Aujourd'hui encore, le nom de Little Bastard reste associé à un mélange de culte, de fatalité et de superstition. Car ceux qui ont touché ces pièces, ceux qui ont roulé avec un morceau de cette Porsche, ont tous connu le même sort, l'accident, la douleur ou la mort. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous avez aimé cette histoire, pensez à liker, à partager et surtout à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. Normalement, les boosts sont enfin activés, donc si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez aussi booster cette vidéo. Merci à vous et à bientôt.